donnez à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de votre vie. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant de l'information de la vraie, de la mi-journée, sur Canada. Voici le sommaire. C'est Maurice Kamto et quoi accusé ce jour à Yaoundé. L'audience du tribunal militaire reste toujours attendue. Dans ce journal, vous aurez en direct du tribunal militaire de Yaoundé, Roti Tongué, pour les premières informations du terrain. Acte de xénophobie en Afrique du Sud. Dans ce journal, vous aurez la réaction de quelques compatriotes résidents en Afrique du Sud. Et puis en sport, éliminatoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2020. Les Lions indomptables U23 de Rigobert affrontent cet après-midi l'équipe de Tunisie. Le compte rendu de la conférence d'avant-match dans cette édition du 13h. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée avec cette information brûlante liée au professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto et co-accusés sont au tribunal militaire de Yaoundé depuis quelques heures pour l'ouverture de leur procès pour insurrection et hostilité contre la patrie. L'audience n'a pas encore commencé, mais retrouvons au tribunal militaire de Yaoundé Rodrigue Tongué pour les premières informations du terrain. Bonjour Rodrigue Tongué. Nous reviendrons tout au long de ce journal sur cette information sur le professeur Maurice Kamto, en attendant que Rodrigue Tongué prenne possession là-bas du micro pour nous donner les dernières informations fraîches de ce procès qui tarde à commencer du côté du tribunal militaire de Yaoundé. Poursuivons avec cette note triste, une nouvelle aussi grave mais attendue, c'est la mort de Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, qui quittait la scène à 95 ans. L'ancien homme fort d'arrêt aura cependant marqué son existence par la façon dont il aura accédé au pouvoir et la gestion des problèmes de l'État. C'est un portrait dressé par Ghislain Pierre-Sono. 95 ans était le dernier des Mohicans de la lutte pour les indépendances de l'Afrique. Il était arrivé triomphalement à la tête du Zimbabwe par une insurrection nationale dressée contre l'autorité établie dans le Lancaster House, marquant ainsi une période de partage de pouvoir entre lui et les Blancs qui devaient garder les privilèges fonciers. Robert Gabriel Mugabe va très subrepticement s'émanciper et 20 ans après, influe sur l'Union africaine pour le positionnement du continent. Diplômé de Harvard aux États-Unis d'Amérique, la révolte intellectuelle qui le paiera avec des compagnons lointains comme Oliver Tambo l'amène à bâtir son pays au sein de cette Afrique du Sud. Son troisième visage, toujours sous-tendu par la ZANU-PF, le parti politique qui fonda en 1961, c'est celui qui ose par les réformes agraires. L'homme d'État va décider de nationaliser les terres zimbabwéennes. Et c'est le début du désamour avec la puissance impérialiste. Le héros des indépendances n'est pas très adulé par les natifs de 1980 qui partisent ainsi avec les Blancs entre guillemets. La rupture avec l'Occident est consommée. Et Nangoya se positionne. L'environnement est favorable car le taux d'inflation est passé du simple au quadruple suite aux embargos imposés à lui par l'Occident. Arrive alors ce coup d'État tout le moins spécial en Afrique. Si Moubarak, comparé et les autres ont été contraints à l'exil, Robert Mugabe ne sera pas humilié. On lui demande de démissionner, il ne réussira donc jamais à placer l'une de ses épouses à la tête du pouvoir. Robert Gabriel Mugabe, c'est donc aucune comparaison avec aucun chef d'État africain qui a su utiliser les forces en présence pour entrer au pouvoir. Sa fin semi-chaotique ne fera pas oublier la victoire pas donnée d'avance contre l'envahisseur au bras long mais blanc. Poursuivons cette actualité avec la situation en Afrique du Sud qui continue de créer moult réactions. De nombreux Camerounais vivent dans ce pays et ont un regard sur ce qui s'y passe, d'où de nombreuses réactions ici au Cameroun. C'est un reportage signé
Mirefleur Difouf en Ritinda. Le peuple zoulou, pourquoi vous faites subir ces atrocités à vos frères africains? Madiba a sûrement les larmes aux yeux de là où il se trouve. Honte à son peuple sud-africain. C'est la réaction d'une internaute sur Twitter. Celle-ci et plusieurs autres fusent de partout sur les réseaux sociaux, plus d'une semaine déjà que ça dure. La situation qui dégénère est partie d'un conflit entre transporteurs sud-africains et zimbabwéens. Au Cameroun, dans les rues de Douala, les réactions sont tout aussi variées et pertinentes que sur les réseaux sociaux. Déjà, ce qui se passe en Afrique du Sud est récurrent. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Pour moi, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la Nouvelle Bible. Œil pour œil, dent pour dent. Et voir des gens qui se mettent à découper, brûler des autres, des êtres humains comme leurs propres frères, c'est déplorable. Je ne sais pas qu'est-ce que les Noirs peuvent discuter. Moi, je crois que ce qu'ils sont en train de faire est inhumain, même parce que, comme je l'ai dit, au Cameroun, on trouve tout ici. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas? Il y a même les étrangers, si je puis le dire ici, qui sont plus mieux que les Camerounais même. Vraiment une honte. Bon, on implore les Sud-Africains de revenir à la raison. Parce que quand Mandela était en prison, bon, on a tous compati. C'est très odieux, c'est effrayant même à la limite. On se demande, nous sommes en Afrique ou bien nous sommes en Corée du Nord. Parce que là, si c'est les Sud-Africains qui se comportent comme ça, moi, je suis vraiment dépassé. Bon, mais il faut que les Africains prennent conscience. Nous sommes un seul peuple. Nous avons compati pour la patrie en Afrique du Sud. Tous les Africains ont été solidaires avec Mandela et tout ce qui se passait avec le problème des Blancs et les Noirs. Côté gouvernement, le Nigeria s'est déjà exprimé sur la question. Reste toujours attendue la réaction du côté sud-africain. Cette situation de xénophobie pourrait impacter les réactions diplomatiques entre les deux pays. Disons que depuis le 2 septembre dernier, le pays arc-en-ciel est sous le feu des projecteurs compte tenu des agressions qui s'y déroulent et qui visent particulièrement les Africains, des actes condamnés à la fois par l'élite sud-africaine et par d'autres résidents. Je vous propose d'écouter quelques réactions depuis l'Afrique du Sud. Hi everyone, I am Siwela. I am a Bonjour à tous, je suis Siwela, sud-africaine. J'ai été choquée par ce qui se déroule en ce moment dans mon pays. Mais j'aimerais dire que ces actes ne représentent pas ce que nous sommes vraiment en Afrique du Sud. Ils ne représentent pas le Sud-Africain. Ici, on croit en l'Afrique, on croit que l'Afrique appartient à tous. Nous aimons nos frères africains comme eux aussi nous aiment. Comme le président l'a mentionné, ce qui se passe ne peut pas être toléré. The things that are happening right now cannot be tolerated. Pour les familles qui, n'est-ce pas, camerounaises, qui s'inquiètent des Camerounais, n'est-ce pas, impliqués, je dirais qu'il n'y a aucun Camerounais officiellement qui a été, n'est-ce pas, victime de ces violences. Il n'y a aucun Camerounais parce que les Camerounais ne sont pas engagés, n'est-ce pas, dans les confrontations avec les Sud-Africains. Lorsque vous menez votre vie normale, vous allez, n'est-ce pas, à votre travail ou bien à l'école, personne ne vous inquiète. Alors, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de violences où on vient vous voir, vous ressemblez à un étranger, on vous arrête, on vous menace. Non, c'est pas ça. Ceux qui sont victimes, c'est ceux qui s'engagent dans les confrontations avec les Sud-Africains. Donc, pour vos proches qui sont ici et qui vont à leurs occupations, il n'y a pas de problème. Disons qu'au cours de cette manifestation, quelques 150 interpellations ont été opérées par les forces de maintien de l'ordre là-bas en Afrique du Sud, et le gouvernement sud-africain a implémenté de grosses campagnes de sensibilisation contre la xénophobie. Poursuivons cette information de la Jeunesse Canada International avec l'affaire Maurice Kamto et co-accusés qui sont depuis quelques heures au tribunal militaire de Yaoundé. Le procès n'a certes pas encore commencé, mais nous tenterons une fois de plus de retrouver Rodrigue Tonguet depuis le tribunal militaire pour les informations fraîches du terrain. Bonjour Rodrigue Tonguet. Ici au tribunal militaire, ou en tout cas à distance, tenu à distance, parce que la foule n'est pas admise dans la salle d'audience, n'est pas admise au sein de l'état-major de l'armée de terre qui abrite le tribunal militaire de Yaoundé. Ce sont
89 militants du MRC et alliés qui ont rallié cette salle d'audience qui s'est avérée exiguë pour les accueillir. Ils sont arrivés par vagues autour de 10 heures. Ce sont une soixantaine arrivés dans le camion de la prison centrale de Kondengui et plus tard dans un car. Il y a c'est Maurice Kamto et ses leaders directs et des autres leaders directs tels Paul-Éric Kingé, tels Alain Foguet et les autres qui ont rallié le tribunal militaire. Tout de suite, après avoir été installés dans la salle d'audience, on a entendu ces militants scander Kamto, président, la République nous appartient. Ils ont scandé l'hymne national à des multiples fois. Ils ont scandé des chants en faveur ou à la gloire de leur champion Maurice Kamto, qui nous est apparu fringant, qui nous est apparu optimiste, donnant des poignées de main ici, faisant des signes de V de la victoire là, mais nous n'allons malheureusement pas, Robert Charles Itok, vous produire des images que nous avons pu capter sur place. Nous campons donc ici à bonne distance pour pouvoir faire ces images et vous pouvez voir en background de celle-ci les positions de la police, la sécurité de la police qui a créé une sorte de ceinture autour du tribunal militaire. On ne traverse pas ces barrières sans montrer patte blanche. Une partie de la presse a été admise pour le procès, mais sans caméra, c'est le cas de Canal 2 International et quelques autres titres de la presse nationale triés sur le volet. La presse internationale doit également montrer patte blanche. Une partie a été admise, l'autre n'a pas du tout été admise ici et n'est pas bienvenue pour dire le moins. L'audience va s'ouvrir à tout moment, le commissaire du gouvernement l'a indiqué il y a un instant, l'audience va s'ouvrir. Les trois principales étapes, c'est naturellement l'identification des 89 prévenus, l'identification formelle, la notification de l'acte d'accusation et enfin la constitution des avocats. L'audience pourrait durer plusieurs heures consacrées justement simplement à cette mise en état. On ne parlera certainement de débat au fond que dans les jours à venir. Mais nous y reviendrons dans notre édition de 19h50. Robert Charles, ici au centre-ville de Yaoundé, pas loin du tribunal militaire. Michel Foucault, Rodrigue Tongué, Canal 2 International. Merci Rodrigue Tongué pour ces informations fraîches du tribunal militaire de Yaoundé. Vous avez bien suivi, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal de la mi-journée avec Élections Cameroun, réuni depuis 3 jours à l'initiative d'Élections Cameroun et de la Peace Building Fund du programme des Nations Unies pour le développement. Les acteurs du processus électoral venus des régions du littoral, de l'ouest, du sud-ouest et du nord-ouest s'activent autour des travaux du séminaire pour le renforcement du dialogue et de la gestion pacifique et inclusive du processus électoral. Retrouvons tout de suite Patrick Ndobonchi qui va nous parler de l'importance des travaux qui se déroulent depuis 3 jours. Bonjour Robert Charles Itok, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue ici dans le cadre de cette rencontre entre acteurs du processus électoral, Elections Cameroun et le Peace Building Fund, justement, du Fonds des Nations Unies pour le développement, organise cette concertation qui, depuis 3 jours, a permis aux différents participants de prendre en compte les contours du processus électoral, les difficultés rencontrées, mais surtout de tabler sur les possibles améliorations qui pourraient permettre à ce processus électoral de mettre tout le monde d'accord. Et en tant que participants, nous sommes ici dans cet ensemble et nous allons justement recevoir le délégué régional d'Elekan pour le compte du littoral qui accueille donc les participants venus du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest et bien sûr du littoral. Rendu donc au 3e jour de ces travaux, vous êtes responsable dans la région du littoral. Qu'est-ce qu'on peut tirer en substance de ces travaux qui s'achèvent ce jour? Merci Christian. En fait, la substance de ces travaux est assez large. Nous avons déjà beaucoup apprécié l'affluence dans cette salle pour cette rencontre. Nous avons eu beaucoup de délégués venant des régions du sud-ouest, du nord-ouest, ce qui nous a vraiment beaucoup plu. Mais nous avons aussi des délégués venant de l'ouest et qui sont d'un panel assez large. Nous avons des représentants de l'administration, des magistrats, nous avons des hauts gradés de la
police, de l'armée, nous avons des représentants des partis politiques, de la société civile et même du pouvoir de l'autorité traditionnelle. Et donc, cette rencontre, à la base, voilà sa richesse. La possibilité de mettre toutes ces personnes-là ensemble pour évoquer le processus électoral dont l'objectif principal de le pacifier. Vous savez, les derniers développements depuis l'année dernière nous ont amené à une situation assez tendue et il était question pour le Conseil électoral, pour Elections Cameroun, de réfléchir à la possibilité d'avoir un processus apaisé. Hein? Et donc, l'objectif principal, c'est cela. Maintenant, vous avez constaté que le contenu des échanges même permettait pour les différents thèmes d'évoquer ces aspects-là. Hein? Les aspects de la violence électorale, les causes, la manifestation, les solutions à apporter. Mais principalement, l'aspect de l'implication des uns et des autres pour que nous ayons une sorte de gentleman agreement qui nous permet d'évoluer sans suspicion, d'évoluer en toute confiance, d'évoluer la main dans la main pour le bien de notre processus électoral. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que bien qu'ayant abordé toutes ces thématiques relevées par le délégué régional ici, tous les participants conviennent de ce que le chemin est peut-être long, mais pas insurmontable. L'objectif principal, il vient de le dire, c'est d'avoir un gentleman agreement et surtout de permettre à tous les acteurs d'évoluer de façon pacifique dans le processus électoral. En tout cas, nous sommes ici depuis l'hôtel La Falaise où s'achèvent dans un instant ces travaux. Martin Lutin Djemo, Patrick Kissandobo pour Canal 2 International. Bonne suite pour le journal du 13h de ce côté. Merci. Christian, Patrick Ndobo, ils sont réunis pendant 3 jours à l'Assemblée nationale afin de fixer les bases d'une paix durable. Les acteurs de l'UNESCO, les membres du gouvernement ont trouvé des solutions pour un dialogue inclusif avec les jeunes Camerounais préoccupés par la situation du pays. C'est un reportage signé Oriane Kodo, Constant Kangan. De la paix au Cameroun. La cible principale, les jeunes, dont le but de pérenniser les solutions durables est atteinte ici par l'UNESCO et le Parlement hier à Yaoundé. Depuis mardi dernier, l'Assemblée nationale est le cadre qui réunit la conférence internationale avec plusieurs acteurs à l'instar des socialistes, des imams et spécialistes. Le but est d'inclure davantage la jeunesse dans le dialogue inclusif. Par cette voie, trouver l'issue de la crise que nous vivons. C'est ça qui a attiré mon attention et surtout la jeunesse qui était présente en grand nombre a édifié un plan d'action. Les participants internationaux ainsi que les acteurs nationaux ont analysé et étudié tous les problèmes relatifs au terrorisme dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. La communauté internationale se dit prête à les accompagner. La jeunesse camerounaise, fortement représentée ici à l'Assemblée nationale, salue les efforts consentis pour leur donner l'occasion de mettre à leur niveau la main à la pâte. C'est dans un élan de cœur qu'elle entend relever les attentes souhaitées. Une conférence internationale qui vise, n'est-ce pas, à nous permettre d'aller de façon encore plus concrète sur le terrain, de manière à promouvoir, n'est-ce pas, les valeurs du vivre ensemble. Cette feuille de route sera mise en œuvre sur une durée de 12 mois. Avant d'entamer le processus de dialogue inclusif et de valorisation du vivre ensemble, c'est une jeunesse armée et des acteurs prêts pour l'action qui ressortent de cette conférence internationale qui a duré 3 jours ici à Yaoundé. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu-Essomba, poursuit sa visite des installations techniques dans la région du littoral après son loulou hier. Il est en ce moment au centre de captage d'eau de Yato dans le Mongo, où se trouvent avec lui nos reporters Patrick Ngwanya et Henri Tinda, que nous tenterons de joindre pour plus d'informations sur cette visite guidée du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Bonjour Patrick Ngwanya. Robert Charliton au site de captage d'eau de Yato où le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu-Essomba, effectue une visite de travail. Après la visite de ce site, il va se rendre au point de traitement d'eau, toujours ici à Yato, juste à côté,
Et par la suite, son périple va se poursuivre au poste d'interconnexion de Bekoko et celui de Logbaba à Douala. Et ce périple va se terminer dans les plus de 16 heures où M. Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, je l'ai dit, va visiter la société camerounaise des dépôts pétroliers. Ceci entre dans le cadre des visites d'infrastructures qui nous permettent d'avoir de l'eau et de l'énergie sereinement dans nos ménages. Cette visite a commencé hier déjà par la Sanaga maritime où le ministre a visité et a rencontré des populations qui de visu leur ont présenté leurs problèmes et leurs difficultés au quotidien. Depuis le site de captage d'eau de Yato au Canada international, nous sommes Patrick Ngwanya et Henri Chida. Merci Patrick Ngwanya. Parlons de toute autre chose. Lutte contre la contrebande et le trafic maritime. L'école d'application des officiers de la Marine nationale a un nouveau commandant. La qualité de la formation du fleuron des unités de défense de la Marine est primordiale pour la maîtrise des eaux et pour la préservation de l'équité du pays. Je vous propose de vivre quelques instants de cette installation à la base navale de Douala avec nos reporters Mireille Fleur Desfouf et Thierry Nana qui se trouvent actuellement et qui nous font l'économie de cette installation. Bon après-midi Robert, nous sommes ici à la base navale de Douala où vient de s'achever la cérémonie d'installation du nouveau commandant de l'école d'application des officiers de la marine, le capitaine de frégate Nazé Léopold. Une cérémonie ponctuée par un défilé militaire sous la coordination du nouveau commandant et celle-ci était présidée par le général de division, commandant les écoles et centres d'application, le général Philippe Mpaye. À présent, je vais me retourner vers le réélu de ce jour. Il est avec nous, le capitaine de frégate Léopold Na, qui est déjà à mes côtés. Bonjour capitaine et toutes nos félicitations déjà. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous prenez la tête de cette école d'application des officiers de la marine. Quelle sera votre particularité dans la gestion? Quelle est votre marque? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau ici? Merci pour votre question. Je dirais déjà que c'est un privilège d'être nommé à la tête de cette somptueuse école. C'est l'application de la marine. Alors, cette école a pour vocation de pouvoir transformer l'officier, sortir les miens qu'on affecte à la marine, parce qu'au niveau de les miens, c'est des officiers fantassins. Alors sortir de cette école, après pratiquement 9 mois d'enseignement prodigué, il pourra sortir officier de la marine, c'est-à-dire cet officier sera en mesure de pouvoir déplacer un navire de guerre pour ceux qui feront option pont, et ceux qui feront fusilier marin en mesure de conduire une opération amphibie. Alors, il est question de pouvoir qu'ils reçoivent le savoir-vivre, ce que nous appelons l'éthique de l'officier, les us et coutumes de la marine, qu'ils puissent recevoir le savoir-être et le savoir-vivre. Ce qui fait que, comme nous avons l'habitude de dire, que l'attitude précède l'altitude. Voilà à peu près, grosso modo, ce que nous avons, ce que j'aurais à inculper aux différents stagiaires qui vont gagner cette école dans les prochains mois. Merci capitaine. Voilà Robert, vous avez suivi le nouveau commandant, le capitaine de frégate Léopold Na, depuis la base navale de Douala. Pour Canada International, je suis Mireille Fleur Desfofoso et Thierry Nana. Merci Mireille Fleur Desfofoso. Poursuivons ce journal avec les informations en sport dans une tanière cohérente et prête à mener le jeu. Les Lions indomptables U23, les Lions de Rigobesson affrontent cet après-midi la Tunisie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2020. À l'occasion, un point de presse a été donné hier et l'économie de ce point de presse nous est présentée par Rachid Bassek Yetna. Une descente dans la cuvette de Fondena demain pour défendre les couleurs de leur pays.
Les Lions indomptables U23 entourés de leur staff ouvrent les portes à la presse et informent de la situation de l'équipe. Nous sommes prêts, nous avons tous nos éléments, nous avons toutes les stratégies que je ne dirais pas en public pour mettre notre équipe, l'équipe AVES en difficulté. Des joueurs locaux qui n'ont pas convaincu, Rigobertson fait alors appel à la Légion étrangère pour vendre le drapeau du Cameroun. Leur jeunesse, leur innocence, leur entente seraient selon eux un atout. Je pense personnellement que l'ambiance est très bonne dans la tanière avant 4 heures du match. Plus nous nous rapprochons du match, plus nous augmentons au niveau de concentration. Mais tout est bien dans le groupe et je pense que nous sommes prêts pour le match de demain. Une rencontre difficile, l'équipe de la Tunisie joue encore contre l'équipe de moins de 23 ans de la France et remporte la rencontre sur un score de 2-1. La reconnaissance de l'équipe adverse est donc de rigueur et les poulains de Rigobertson sont d'attaque. Nous avons une idée de cette formation tunisienne. Nous avons eu quelques vidéos. Nous avons un plan que nous compterons mettre en pratique demain. Et peu importe la difficulté, nous devrons nous adapter pour faire le bon résultat. Être sûr de soi est un avantage selon le journaliste Boni Philippe, mais surtout savoir profiter de l'occasion pour marquer le coup. Le Cameroun sache qu'il a tout à jouer ici sur place contre la Tunisie parce que là-bas, ça joue souvent de façon grossière. L'Afrique du Nord est réputée pour avoir des équipes et des joueurs les moins fair-play de la planète foot. La compétitivité, le fighting spirit, le lion spirit, pourquoi pas. Les Lions indomptables U23 sont prêts à faire honneur une fois de plus à leur pays demain face à la Tunisie qui elle aussi se prépare sous verrou pour affronter leurs adversaires. Les informations à l'étranger, c'est avec l'Afrique du Sud où allons prendre là-bas les dernières informations fraîches avec nos confrères de la BBC. À la une également, les violences xénophobes en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a fermé temporairement les portes de son ambassade à Abuja, la capitale nigériane. En cause, une série d'attaques contre des entreprises sud-africaines implantées au Nigeria. Une décision qui fait suite aux violences xénophobes qui secouent Johannesburg depuis ces derniers jours. Le président sud-africain, qui ne s'était pas publiquement exprimé sur les violences, est monté au créneau pour condamner ces attaques. We are a country that is completely Nous sommes un pays totalement engagé dans la lutte contre la xénophobie. Nous ne tolérons aucune attaque visant des personnes d'autres pays africains ou même de personnes d'autres pays tout court. Ces attaques sont donc totalement contraires à l'état de droit et nous voulons que nos forces de sécurité poursuivent le travail qu'elles ont entrepris en arrêtant les fauteurs de troubles. Il faut dire que les violences ont fait au moins 7 morts, sans compter la destruction de dizaines de commerces appartenant en majorité à des étrangers. Ces attaques ont provoqué la consternation un peu partout sur le continent, comme en RDC, qui compte de nombreux ressortissants en Afrique du Sud. À Kinshasa, une manifestation a eu lieu ce matin devant l'ambassade sud-africaine. Et en Zambie, des étudiants n'ont pas hésité à assiéger l'ambassade de l'Afrique du Sud. Nous disons non à la xénophobie. Nous avons déjà obtenu notre indépendance. Il est grand temps de combattre l'Afrique du Sud. Il est grand temps que la xénophobie prenne fin. Il ne devrait pas avoir de tuerie. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est pour cette raison qu'on veut se battre. Élevons l'esprit du panafricanisme Mobutu. Les étudiants zambiens condamnent ce qui s'est passé et nous allons en faire la démonstration. Enfin, les attaques xénophobes ont bousculé l'ordre du jour du Forum économique mondial sur l'Afrique qui se tient au Cap en Afrique du Sud. Le Zimbabwe, contrairement au Nigeria, n'a pas boycotté le forum, mais le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui y prend part, a tenu à exprimer son mécontentement. Non seulement dans un seul pays, mais aussi dans toute la région, nous devons parler d'intégration pour que la mentalité du « c'est à moi et ça s'arrête là » puisse cesser. Nous devons nous éloigner du concept rétrograde des communautés divisées. C'est avec cette information sur l'Afrique du Sud que nous fermons cette édition de l'information vraie de la Mi-Jeunesse Canada Internationale. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bon après-midi à tous.